de commencer donc ce module numéro 1 consacré au chemin de la puissance des États-Unis. Alors, on démarre avec la deuxième partie du cours, le grand 2, les États-Unis, une puissance globale assumée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc cette deuxième partie couvre la période 1945 jusqu'en 1991, date de la fin de la guerre froide. Dans une première sous-partie, on va voir tout d'abord comment la guerre a renforcé la puissance états-unienne et ainsi faire des États-Unis, c'est ce qu'on verra dans un deuxième point, une hyperpuissance incontournable en 1945. Alors petit 1, donc la guerre qui renforce la puissance états-unienne, on peut s'appuyer sur 3 points. Le premier point, c'est tout d'abord cet engagement militaire des États-Unis, engagement militaire qui s'est déroulé sur 2 grands fronts, le front Pacifique et le front européen. Le deuxième point, c'est d'abord rappeler qu'à partir du milieu de la Seconde Guerre mondiale, à partir de l'année 1942, la supériorité militaire des États-Unis a été décisive, en Europe comme dans le Pacifique. Les débarquements successifs en Afrique du Nord tout d'abord, et puis évidemment en Normandie ou en Provence, et ensuite l'invasion de l'Allemagne ont bien montré cette supériorité des États-Unis. Et puis, troisième portée de cet engagement américain pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est que l'engagement il a été économique, un engagement industriel et économique, avec le plan appelé le Victory Program, qui mobilise donc tout le pays états-unien au service de l'effort de guerre. En effet, les États-Unis ont fabriqué des navires de façon très rapide. C'est le cas du Liberty Ship. Vous l'avez dans votre livre, il est projeté ici, c'est le document 3, page 199. Donc, ce qu'on peut tirer comme bilan, c'est que la guerre a généré, en tout cas, elle a permis une incroyable reprise de la croissance économique aux États-Unis, qui a permis en quelque sorte de ressouder une société. Je vous rappelle qu'avant la guerre, l'opinion publique américaine n'était pas particulièrement favorable à l'interventionnisme. De ce fait, c'est le deuxième point du grand A, on peut affirmer qu'en 1945, les États-Unis sont une puissance incontournable. Après leur victoire sur les forces de l'Axe, les États-Unis vont s'efforcer d'établir la paix à partir des valeurs qui déterminent cette puissance. Quels sont les atouts des États-Unis? On peut en citer 4. Tout d'abord, une capacité industrielle qui est toujours très forte. Les États-Unis n'ont d'ailleurs subi aucune destruction sur leur territoire, contrairement aux États européens. Le deuxième point, c'est, on l'a déjà vu dans le cours sur la gouvernance mondiale, la puissance financière des États-Unis. Ils possèdent en effet en 1945 près du 2/3 du stock d'or mondial. Cette puissance financière est confortée par les accords de Bretton Woods, accords qu'on a déjà évoqués dans le cours sur la gouvernance mondiale, qui notamment font du dollar le pivot du système monétaire international. Troisième point, c'est ce qu'on appelle le soft power, la capacité de séduction de leur culture et de leur modèle de société, cette American Way of Life qui va se diffuser progressivement tout au long des années 50 et 60. Et enfin, autre aspect et autre atout de la puissance états-unienne, la puissance militaire et géostratégique. En 1945, en effet, les États-Unis sont les seuls à détenir l'arme nucléaire. On peut rappeler le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki au Japon le 6 et le 9 août 1945, bombardements qui ont provoqué la chute du Japon. Il est donc possible d'affirmer que les États-Unis sont devenus une superpuissance après 1945. Une superpuissance qui n'hésite plus à intervenir et qui est très loin des hésitations isolationnistes, en tout cas des tentations isolationnistes de la première moitié du XXe siècle. Sur le plan diplomatique, tout d'abord, de nouvelles institutions internationales comme l'ONU, l'ONU qui a été créée en juin 1945, après la charte de San Francisco, dont le siège est à New York. Et là, on a vraiment le signe d'une perte d'influence de l'Europe. Sur le plan économique, le Fonds monétaire international, le FMI, qui siège à Washington, tout comme la BIRD, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, deux symboles très forts de la puissance financière mondiale qui donc siège aux États-Unis.
Enfin, les accords du GATT, signés en 1947, signent l'acte de naissance des principes de libre-échange qui vont dominer bien sûr les États-Unis, mais aussi l'économie mondiale. Voilà, donc nous avons vu dans ce grand A que les États-Unis sont devenus une hyperpuissance, une superpuissance mondiale en tout cas, après la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit maintenant, et ça va être un peu notre transition, de voir comment ils vont prendre la tête du monde libre. Alors l'expression monde libre devrait être mise entre guillemets, puisque c'est une expression qui en fait engage les valeurs des États-Unis, ce monde qui serait libre face au monde communiste qui va s'affirmer pendant la guerre froide. Donc la phrase de transition que je vous suggère, c'est de poser la question de savoir comment cette puissance états-unienne, qui en 1919 s'est repliée sur une certaine politique isolationniste, va-t-elle finalement, dans un nouveau contexte, en fait rompre totalement avec l'isolationnisme. Donc la question serait, est-ce que en 1945, les États-Unis vont faire comme en 1919, se replier sur une position isolationniste, ou est-ce que au contraire, et c'est le souhait d'ailleurs de Roosevelt et de Truman, son successeur, au contraire donc vont jouer un rôle mondial et donc s'engager dans une position interventionniste. Donc, dans une deuxième sous-partie, on va voir comment les États-Unis vont prendre la tête du monde libre. Alors, l'expression monde libre serait à mettre entre guillemets, puisque cette expression, en fait, c'est bien sûr les valeurs des États-Unis, ce monde qui est libre grâce ou par les États-Unis. Je vous renvoie à la notion de destinée manifeste qu'on a déjà vue. Monde libre, entre guillemets, face au péril communiste, évidemment. Alors je vous renvoie à la carte du livre qui est à la page 200 qui montre comment le monde va s'organiser de façon bipolaire avec donc en bleu les États-Unis et ses alliés et en rouge le monde communiste. Cette carte montre parfaitement comment le bloc occidental, donc dirigé par les États-Unis et ses alliés, cherche à contenir le communisme. Ça sera le premier point de ce grand B, de cette sous-partie du grand 2. Contenir le communisme à la fois à partir d'un texte, un texte qui est fondamental, qu'on va regarder et un peu étudier, la doctrine Truman, et on verra ensuite, c'est un peu le fondement, cette doctrine Truman, le fondement d'ailleurs la naissance de la guerre froide, et on verra ensuite comment les États-Unis vont créer un réseau d'alliances pour dominer le monde, et enfin, dans un troisième point, comment la puissance économique va servir la domination géopolitique. Donc, tout d'abord, la doctrine Truman et le plan Marshall. Alors, avant de s'attaquer au texte de Truman, peut-être rappeler le contexte. On est en 1947 et les États-Unis, au nom de la liberté et de la démocratie, cherchent donc à défendre, à guider le monde, toujours bien sûr derrière avoir en tête la destinée manifeste, guider le monde face aux dangers communistes. Donc, il est clair que les États-Unis tournent définitivement la page de l'isolationnisme et entrent dans une phase d'interventionnisme qui va durer jusqu'à la fin du XXe siècle. L'objectif pour les États-Unis est d'être plongés, comme en 1917 lorsqu'ils sont entrés en guerre, ou en 1941 lorsqu'ils sont à nouveau entrés en guerre, dans un autre conflit mondial. Le principe pour eux, c'est d'éviter tout conflit armé direct avec les adversaires communistes et on va voir comment cela va se mettre en place. Mais revenons sur le texte fondamental pour cette période, un texte qui pourrait très bien d'ailleurs tomber en étude de documents au bac, le discours de Truman. Alors le discours de Truman, enfin en tout cas un extrait du discours devant le Congrès en mars 1947, se trouve dans votre livre à la page 200. Vous avez en italique au début donc le contexte qui est très bien expliqué, donc je ne vais pas relire ce qui est marqué au début du document, mais ce discours s'inscrit dans un double contexte, un contexte on va dire à court terme, où le président américain demande au Congrès, donc aux représentants, de voter une aide financière pour la Grèce et la Turquie. Et le président des États-Unis est obligé de demander son accord au Congrès avant de prendre une telle décision.
Alors, pourquoi cette aide à la Grèce et à la Turquie? C'est évidemment pour éviter que ces deux pays ne sombrent, diraient les États-Unis, ne sombrent dans le communisme. Mais plus globalement, le deuxième contexte, en fait, double contexte, un contexte beaucoup plus large, puisque ce texte va mettre en avant la doctrine, une doctrine états-unienne dont on va donner le nom après, on va d'abord travailler sur le texte, hein, une doctrine qui va courir tout au long de la guerre froide, enfin tout au long de cette période qu'on appelle la guerre froide, de 1947 donc à 1991. Bien, ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause, c'est-à-dire de lire le texte, d'appuyer sur pause là sur la vidéo, et de repérer les 4 moments du texte. Donc là, je vous laisse regarder le texte. J'espère que la majorité d'entre vous ont bien fait la pause pour lire ce texte. Euh, on peut voir dans les premières lignes ce qu'on appelle le préambule de ce discours, qui d'ailleurs n'est pas complet hein, dans le livre. Mais ce qu'on remarque, c'est tout de suite l'alternative ou la fausse alternative dans ce préambule. Le monde, toutes les nations, dit Truman, hein, se trouvent placées devant le choix de deux modes de vie. Alors évidemment, il faudrait expliciter ces deux modes de vie, mais pas tout de suite, puisque Truman va lui-même l'expliciter dans le texte, mais sans jamais nommer les modèles, c'est-à-dire le capitalisme et le communisme, qui sont les deux modes de vie auxquels il pense. Et cette phrase, hein, trop souvent, ce choix n'est pas un libre choix. Donc déjà, le mot de liberté intervient dans ce texte. Il va d'ailleurs être réutilisé assez souvent. On a une petite différence donc avec Wilson. Wilson qui, je vous rappelle, dans ses 14 points, voulait fonder un monde sur la paix et la sécurité. Bien sûr, évidemment, la liberté. Mais là, Truman insiste vraiment sur cette valeur de liberté. Bien, quant à la suite du texte, hein, son organisation est assez classique. Le deuxième moment commence par la phrase «L'un de ces modes de vie est fondé». Et puis plus loin, nous avons «Le second mode de vie est fondé». Et enfin, nous aurons à la fin la conclusion hein, de Truman, je crois que les États-Unis, etc. Donc, le premier mode de vie, fondé sur la volonté de la majorité, institution libre, gouvernement représentatif, élection libre, garantie donnée à la liberté individuelle, liberté d'expression et de culte, l'absence de toute oppression politique. Bon, sans le nommer, on pourrait ici sortir des notions comme la démocratie, cette démocratie qui est liée aussi au modèle capitaliste, hein, qui révèle en fait le modèle, le mode de vie que le monde devrait suivre, c'est-à-dire celui des États-Unis. Quant au second mode de vie, fondé sur la volonté, dit Truman, d'une minorité imposée à la majorité, terreur, oppression, radio et presse contrôlée, élections dirigées et la suppression de la liberté individuelle, ici, sans le nommer, Truman fait référence au modèle communiste, ou plutôt au stalinisme, donc tout ce que dit Truman en fait peut faire émerger des notions, et c'est à vous de les faire émerger, hein, des notions de dictature, de régime de la terreur et d'oppression, donc un peu ce modèle totalitaire que vous avez déjà vu en première, la radio et la presse contrôlée, là il faut sortir la propagande, des élections dirigées et la suppression de la liberté individuelle, le fait qu'il n'y ait qu'un seul parti dans le régime communiste. Donc évidemment, on pourrait dire que cette vision du monde, et c'est le mot qu'on attendrait, une vision qui est dichotomique, manichéenne, une vision qui voit le monde en noir et en blanc, et puis de ces deux visions qui s'opposent radicalement, évidemment et sans surprise, voilà ce que propose Truman, et c'est pour ça qu'il s'adresse d'ailleurs au Congrès. Je crois que les États-Unis doivent pratiquer une politique d'aide au peuple libre. Donc là, on est vraiment dans l'interventionnisme qui résiste actuellement aux manœuvres de certaines minorités armées ou à la pression extérieure. Donc déjà, cette phrase est clairement un signe d'interventionnisme, un signe aussi toujours de ce qui traîne, pardon, hein, c'est la notion de destinée manifeste. Et il répète, hein, je crois que notre aide doit se manifester en tout premier lieu sous la forme d'une assistance économique
et financière. Donc là, il ne s'agit absolument pas pour Truman de déclarer ou de déclencher une nouvelle guerre. Cette aide, elle est essentiellement économique et financière. Et enfin, on retrouve un petit peu des accents wilsoniens dans la dernière phrase, hein. Si nous hésitons dans notre leadership c'est la domination, hein, nous pourrions mettre en danger la paix dans le monde et nous mettrons certainement en danger cette nation. Donc la mise en danger de la paix du monde, ça fait référence ici, il faudrait faire référence aux 14 points Wilson. Et puis cette idée que ce qui concerne le monde concerne les États-Unis, ce qui concerne les États-Unis concerne le monde. Là encore, c'est toujours l'idée de destinée manifeste. Quoi qu'il en soit, ce texte est l'acte de naissance de la guerre froide, puisqu'il va opposer deux régimes, deux modèles radicalement différents. Il s'agit pour les États-Unis d'imposer leur modèle et absolument pas de négocier avec le monde communiste. Donc, après avoir fait cette description du texte, enfin plutôt on vient de décrire comment le texte était organisé, comment est-ce qu'on pourrait analyser ce texte en termes de, de- de politique étrangère états-unienne? Ben, on peut très aisément affirmer que cette politique extérieure des États-Unis est radicalement nouvelle, et cela en plusieurs points. Le premier point, c'est que les États-Unis assument clairement leur puissance et leur leadership. Voilà, contrairement à la période qui était post-Première Guerre mondiale. Là, c'est clair, avec Truman, les États-Unis sont interventionnistes et vont, entre guillemets, guider le monde. Ensuite, on peut dire que les États-Unis, en rupture hein, avec les espoirs de paix des années immédiatement des années qui sont juste après la Seconde Guerre mondiale, hein, les années 44-46. Donc les États-Unis entrent dans une logique de conflit, de guerre, cette guerre froide, car il n'y aura jamais d'affrontement direct avec les soviétiques, les Russes. Voilà, on est dans une logique de combat quand même, un combat qui est très manichéen, un combat qui montre un monde qui est coupé en deux camps, et l'URSS est désignée comme la puissance qui oppresse la dictature, le monde totalitaire. Troisième point qui montre une rupture, les États-Unis s'engagent nettement, notamment en Europe, et là on a vraiment une véritable rupture avec la doctrine Monroe, cette doctrine isolationniste qui, je vous rappelle, America First, hein, cette idée que les États-Unis, enfin en tout cas les Amériques, pardon, l'Amérique, n'avait pas à se préoccuper du vieux continent. Et enfin, quatrième point, les États-Unis vont entrer avec cette doctrine dans une logique d'alliance militaire, d'alliance qui... Et enfin, dernière portée de ce texte, enfin, dernier élément d'analyse, c'est que les États-Unis vont entrer et sont obligés d'entrer dans une logique d'alliance pour lutter contre le communisme. Alors, pour terminer sur ce texte, on peut dire qu'il est donc fondateur, on vient de le voir avec les différents points, et il marque le début de la doctrine du containment, donc la doctrine qui vise à contenir, en français on dit endiguer, l'endiguement, c'est pas très beau comme mot, hein. Le containment, c'est cette doctrine qui vise à contenir la poussée communiste dans le monde. Donc retenez bien hein, cette doctrine de containment qui naît ici en 1947 avec le discours de Truman. Immédiatement après ce discours, les États-Unis vont lancer ce qu'on va appeler le plan Marshall du nom du secrétaire d'État, ça veut dire ministre hein, aux États-Unis, du secrétaire d'État aux Affaires étrangères, donc le plan Marshall, qui est un plan d'aide qui est proposé à tous les États européens sans discrimination. C'est fait exprès, évidemment, c'est une tactique des États-Unis. Ils savent très bien que Staline va refuser. D'ailleurs, oui, l'URSS refuse, ainsi que ce qu'on appelle les États satellites de l'URSS, c'est-à-dire les pays de l'Est qui sont sous la domination de l'URSS. L'URSS ne pouvait pas se permettre d'accepter un plan d'aide économique venant des États-Unis, car ce sont deux modèles qui s'affrontent, le modèle capitaliste contre le modèle communiste. Alors le plan Marshall consiste en une aide financière
et en nature, par exemple du blé qui va être livré en Europe, des tracteurs, etc. Ce plan vise à aider l'Europe dans la reconstruction nécessaire après la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, le plan Marshall permet aux Américains, aux États-Unis, d'affirmer leur puissance et leur présence en Europe, et c'est tout l'objet d'ailleurs de la caricature du document 2, page 203 du manuel, que je vous demande d'analyser comme un exercice après cette capsule vidéo. Donc cet objectif prioritaire, contenir le communisme, on vient de le voir dans un premier temps, se fonde sur la doctrine Truman et le plan Marshall, mais deuxième point, va se fonder également sur un réseau d'alliances. Et là, je vous renvoie au document de la page 200, le tableau qui était à la page 200 du manuel et qui apparaît ici, et qui montre tout le système de pacte, la pactomanie, comme on dit, des États-Unis, ce réseau d'alliances que les États-Unis vont constituer pour avancer dans cette politique de containment. En 1947, la CIA est créée aux États-Unis ainsi que le Conseil de sécurité nationale qui permet de coordonner les ministères et puis cette agence des services secrets. Et puis, juste après 1947, donc les alliances vont se multiplier, des alliances fondamentalement militaires, avec l'idée c'est d'essayer d'être présent tout autour de l'URSS. Première alliance, c'est l'OTAN en 1949, l'OTAS en 1954 et le pacte de Bagdad en 1955. Je vous renvoie au tableau. Ces trois réseaux d'alliances sont trois réseaux qui sont à retenir. Cette puissance militaire des États-Unis va se manifester à plusieurs reprises pendant la guerre froide. On peut citer la crise de Berlin en 1948-1949, la guerre de Corée en 1950-53 qui va aboutir à la division entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et puis globalement, les dépenses militaires deviennent de plus en plus importantes. Vous pouvez retenir ce chiffre. En 1953, les dépenses militaires représentent 67% du budget de l'État américain. Et enfin, dernier point, donc contenir le communisme, on a vu, il y a d'abord le texte, la doctrine Truman, le plan Marshall, puis le réseau d'alliances qui se constitue. Et puis, dernier point qui va permettre de contenir et qui va servir la puissance américaine et contenir le communisme, c'est la puissance économique. La puissance économique des États-Unis sert la politique d'affrontement Est-Ouest. Une puissance industrielle, donc là il faudrait retenir quelques chiffres, 43% de l'acier mondial est réalisé par les États-Unis au cœur de la guerre froide, 65% de la production automobile se fait aux États-Unis, une puissance commerciale par sa flotte, une flotte marchande qui représente les 2 tiers du tonnage mondial, on est au début des 30 Glorieuses, et puis évidemment une puissance financière, on l'avait déjà vu avec Bretton Woods, mais surtout ce sont les IDE qui passent de 6 à 30 milliards de dollars entre 1946 et 1959, ce qui montre la puissance financière, la capacité d'intervention financière des États-Unis. Et on pourrait d'ailleurs compléter par cette domination géopolitique qui va se manifester, on le sait déjà, par la supériorité, le fait que les États-Unis possèdent l'arme atomique, et une supériorité aussi, en tout cas au départ, dans la course à l'espace, même si l'URSS n'est pas en reste. Voilà donc ce petit 1, contenir le communisme, vous a montré comment, d'une part, la théorie, la doctrine Truman, va servir la puissance états-unienne dans un contexte de guerre froide, d'opposition manichéenne entre le capitalisme et le communisme, entre le monde libre et le monde de l'oppression, et les moyens que les États-Unis ont utilisés pour arriver à exercer cette domination, que ce soit par les réseaux d'alliances et la puissance industrielle, commerciale et financière. Voilà, donc ce premier module est terminé. Je vous conseille maintenant de reprendre cette partie grâce au cours que vous avez sans doute sous les yeux et ensuite de faire le quiz autant de fois que vous voulez, c'est autocorrectif, il s'agit de voir si vous avez bien mémorisé les informations essentielles. Et vous pouvez également faire l'exercice consacré à la fiche de propagande.